L'ami du grenier. Pendant mon adolescence, ma famille a été confrontée à des événements aussi étranges qu'inexplicables. Tout a commencé avec le comportement troublant de ma petite sœur, obsédée par un mystérieux ami imaginaire. Ce qui pouvait sembler anodin au début a peu à peu viré au cauchemar, jusqu'à une découverte glaçante qui a bouleversé nos vies et plongé notre maison dans une atmosphère de peur. Aujourd'hui, je ressens enfin le besoin de partager cette partie sombre et déroutante de mon histoire. Je m'appelle Lucie et tout a commencé en 2010, une année que je n'oublierai jamais. Mes parents rêvaient depuis toujours d'une maison avec un grand terrain pour y créer leur propre potager, un petit coin de nature rien qu'à eux. Ils passaient des soirées entières à éplucher les annonces, jusqu'au jour où ils sont tombés sur une maison un peu à l'écart, entourée de verdure, avec suffisamment d'espace pour concrétiser leurs rêves. L'excitation était à son comble. Ils ont organisé une visite sans attendre. La maison appartenait à un vieux couple de retraités qui, passionnés de voyage, ne faisaient que de brèves apparitions dans la région. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils avaient décidé de mettre leur maison en location. Lors de la visite, mes parents sont immédiatement tombés sous le charme. L'endroit respirait la tranquillité. 4 chambres, 2 salles de bain et surtout des combles aménagés, vastes, baignés de lumière grâce à de grandes fenêtres et recouverts d'un beau parquet. Autrefois, cet espace était une salle de jeu pour leurs enfants, mais il servait désormais de grenier. Une moitié de la pièce était recouverte de grandes toiles blanches qui dissimulaient de vieux meubles, des souvenirs précieux que le couple conservait jalousement. L'autre moitié était vide, un espace que mes parents pourraient investir à leur guise. À l'époque, rien ne laissait présager que cette maison, si accueillante en apparence, deviendrait le théâtre d'événements aussi étranges que terrifiants. J'avais tout juste 15 ans. Nous venions tout juste d'emménager dans la maison et j'étais l'aîné d'une fratrie de 4 enfants, 3 filles et un garçon. Ma petite sœur, Jenny, la Benjamine, n'avait que 4 ans et demi. C'était une petite fille vive, curieuse, toujours souriante. Les premiers mois dans notre nouveau foyer furent paisibles et heureux. Mes parents s'étaient rapidement liés d'amitié avec un couple de voisins vivant à quelques maisons de là. Et Jenny, de son côté, s'était rapprochée de leur fille, une fillette de 5 ans. Tous les week-ends, elles passaient leur temps ensemble. Rire et jeux rythmaient leur journée. Tantôt chez nous, tantôt chez les voisins, elles semblaient inséparables. Mais au fil des mois, quelque chose a changé. Peu après son 5e anniversaire, Jenny s'est mise à s'éloigner de son amie. Sans raison apparente, elle refusait de jouer avec elle. Elle préférait rester seule, entourée de ses poupées, plongée dans son monde silencieux. Ce qui nous a d'abord semblé n'être qu'un simple caprice d'enfant est rapidement devenu une habitude étrange. Souvent, pendant le dîner, on réalisait que Jenny avait disparu. On la retrouvait systématiquement dans les combles, assise en tailleur sur le parquet, au milieu de ses poupées. Ma mère, inquiète qu'un abîme les vieux meubles soigneusement recouverts par les toiles blanches, la grondait gentiment, lui demandant de rester en bas. Mais Jenny répondait toujours de la même manière, d'un ton calme et sincère. « Je ne touche à rien, maman. Je joue juste avec mon ami. » À l'époque, personne ne s'en inquiétait vraiment. Nous pensions tous qu'elle parlait d'une de ses poupées ou d'un ami imaginaire, comme tant d'enfants de son âge. Les jours passaient et une nouvelle habitude s'installait. Dès qu'elle rentrait de l'école, Jenny montait en courant au grenier. C'était devenu son refuge, son univers. Elle y emportait souvent des barres de chocolat, des bonbons, parfois même des petits gâteaux. Au début, personne n'y prêtait vraiment attention, mais rapidement, mes parents ont commencé à remarquer que les réserves de friandises disparaissaient bien trop vite. Les paquets ne faisaient jamais long feu. Naturellement, les soupçons se sont tournés vers Jenny. Ma mère, agacée, l'a grondée sévèrement et lui a interdit de prendre quoi que ce soit sans demander. Ce soir-là, Jenny s'est effondrée en larmes. Entre 2 sanglots, elle a avoué qu'elle ne mangeait pas toute seule. Elle en donnait aussi à son amie. Sur le moment, ma mère s'est figée. Calmement, elle lui a demandé qui était cet ami et où il se trouvait. Jenny a levé les yeux, les siens brillants d'une sincérité désarmante, et a simplement répondu. « Il s'appelle Léo. Il est dans le grenier. » Un frisson m'a parcouru l'échine.
Ma mère, pensant à une simple invention d'enfant, a haussé les épaules avec un rire nerveux. Elle a cru à un énième ami imaginaire, un compagnon invisible pour combler la solitude. Peu à peu, Jenny s'est renfermée sur elle-même. Elle parlait de moins en moins, fuyait les moments en famille, et passait ses journées silencieuses, enfermée là-haut. Elle n'était plus tout à fait la même, comme si quelque chose ou quelqu'un l'attirait inexorablement vers cet endroit que nous évitions sans y penser. Un week-end, comme tant d'autres, mes parents étaient dehors très tôt, occupés à entretenir leur potager, comme ils en avaient pris l'habitude. Parfois, ils rapportaient les récoltes chez une cousine qui les revendait au marché. Pendant ces longues journées, nous, les enfants, restions seuls à la maison. Et comme j'étais l'aîné, ils m'avaient confié la responsabilité de veiller sur les plus jeunes. Ce jour-là, après le petit déjeuner, nous étions devant la télévision, tranquillement installés dans le salon. Mais au bout d'un moment, j'ai remarqué l'absence de Jenny. Elle était pourtant là, il y a quelques instants à peine. Une inquiétude sourde m'a traversée. J'ai aussitôt commencé à la chercher, appelant son nom dans les pièces de la maison. Pas de réponse. Puis, un bruit a attiré mon attention. Des pas, légers, mais rapides, suivis de rires étouffés venant du grenier. Le cœur battant, je suis montée à l'étage. En ouvrant la porte du grenier, je l'ai vue. Jenny était là, assise au milieu de la pièce, éclatant de rire, comme si elle partageait une blague avec quelqu'un que je ne voyais pas. Autour d'elle, des dizaines d'emballages de barres chocolatées et de gâteaux jonchaient le sol. Le spectacle était surréaliste, presque grotesque. Furieuse, je me suis précipitée vers elle, l'agrippant par le bras. « Pourquoi tu n'écoutes jamais, Jenny ? Papa et maman t'ont interdit de voler et de manger des gâteaux en cachette. T'as vu combien t'en as mangé ? Tu veux finir malade ?» Et dans un geste instinctif, je lui ai donné une petite tape sur les fesses. Mais ce qui s'est produit ensuite m'a glacée. Elle m'a mordu et par réflexe, je l'ai repoussée violemment. Elle s'est redressée d'un coup, les yeux noirs de colère, le souffle court, les cheveux en bataille. Elle n'avait plus rien de la petite Jenny, douce et fragile que je connaissais. Elle me fixa un instant, un regard vide, presque inhumain. Puis, elle a grogné, un son rauque, animal, comme un chat prêt à attaquer. Avant que je puisse réagir, elle m'a sauté dessus. Je suis tombée à la renverse, prise de court. Elle était sur moi, et malgré son jeune âge, elle semblait posséder une force incroyable. Je n'arrivais pas à me libérer. Elle m'a alors griffé le visage avec une violence inouïe. Je voyais ses mains, ses ongles, mais ce n'étaient pas les petites mains de ma sœur. C'étaient des griffes, aiguisées, féroces. Je me suis mise à crier, un cri de peur brute. Mon petit frère et ma sœur, alertés par le bruit, ont accouru. En découvrant la scène, ils se sont jetés sur Jenny pour la faire lâcher prise. Tout s'est passé très vite. J'étais tétanisée. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai crié à Jenny de filer dans sa chambre, qu'elle était punie. Elle s'est exécutée sans un mot, mais elle a claqué la porte avec une telle force que les murs en ont tremblé. Encore sous le choc, je suis allée me regarder dans le miroir de la salle de bain. Mon visage et le bas de mon cou étaient couverts de griffures profondes, de longues traînées rouges qui me brûlaient la peau. Je ressentais à la fois la douleur, la peur et quelque chose d'indescriptible. J'ai désinfecté mes plaies du mieux que j'ai pu et placé des pansements sur les plus profondes, puis j'ai attendu que mes parents rentrent pour leur raconter. Lorsque nos parents sont finalement rentrés, encore les mains pleines de légumes fraîchement cueillis, je me suis précipitée vers eux, le visage marqué de griffures, le cœur battant à tout rompre. Entre colère, douleur et peur, je leur ai tout raconté. La scène dans le grenier, les sucreries, la morsure, les griffes, le regard étrange de Jenny, tout. Inquiets, ils sont montés la voir dans sa chambre. Jenny était assise sur son lit, silencieuse, les yeux fixés sur le sol. Quand mes parents lui ont demandé des explications, elle a levé les yeux calmement, presque innocemment, et a simplement dit « C'est parce que je jouais avec Léo. C'est mon ami. Et les gâteaux, ce n'est pas moi qui les ai tous mangés. J'en ai partagé avec lui aussi. » Le silence dans la pièce est devenu lourd. Mes parents, perplexes, lui ont demandé qui était ce Léo. D'où venait-il? Comment était-il arrivé chez nous? Jenny
a alors parlé. Sa voix était douce, presque détachée, comme si elle racontait une simple anecdote. Elle a expliqué que Léo vivait dans le grenier, qu'il avait toujours été là. La première fois qu'elle l'avait vu, c'était un soir, en revenant des toilettes. En passant devant les escaliers menant au comble, elle avait aperçu une silhouette. Un petit garçon se tenait là, dans l'ombre, juste en bas des marches. Il lui avait dit de ne pas avoir peur. Il lui avait souri, puis lui avait proposé de venir jouer avec lui un autre jour, là-haut, dans le grenier. Terrifiée, Jenny s'était enfuie en courant jusqu'à sa chambre. Elle avait tiré les couvertures jusqu'à son menton et n'avait rien dit à personne. Mais, 2 nuits plus tard, elle avait été réveillée par une voix, un murmure glacial à son oreille. « Youhou, Jenny, viens jouer avec moi. » Elle avait plaqué ses mains sur ses oreilles, enfui son visage dans l'oreiller, mais la voix revenait, insistante, grinçante, presque chantante. « Youhou, Jenny, viens jouer avec moi. » Cela avait duré toute la nuit. Elle n'avait pas osé bouger, le cœur battant, pétrifié sous ses draps. Puis, à l'aube, quand les premières lueurs du jour ont traversé les rideaux, sa peur s'est atténuée. Elle s'était levée, encore tremblante, et avait monté les escaliers jusqu'au grenier pour vérifier si Léo était bien réel. Et il attendait bien là. Depuis ce jour, elle s'était liée d'amitié avec lui. Ils passaient des heures ensemble dans cette pièce poussiéreuse. Mais Léo lui avait imposé une règle, ne jamais parler de lui à qui que ce soit. Il lui avait dit qu'il ne supportait pas le soleil, qu'il devait toujours rester caché. Il ne sortait que la nuit ou aux premières heures du matin, lorsque la lumière n'était pas encore assez forte pour le blesser. Jenny, dans toute son innocence, avait obéi, et elle avait gardé ce secret, jour après jour. Mon père, pensant toujours qu'il s'agissait d'un simple jeu d'enfant, a tenté de suivre le mouvement avec bienveillance, mais s'est penché vers Jenny et lui a dit d'un ton calme. « Alors, tu veux bien m'emmener voir ton ami Léo ?» Jenny a levé les yeux vers lui, un brin méfiante, puis a acquiescé. « D'accord, papa, mais tu ne dois pas me gronder, et surtout, tu ne dois pas lui faire peur. Il a toujours très faim, c'est pour ça que je lui apporte à manger. Je lui donne mes gâteaux. » Mon père, attendri par ce qu'il croyait être une imagination débordante, l'a rassuré. « Tu as raison, c'est normal d'aider un ami qui a faim. Allez, montre-moi où il est. » Main dans la main, ils sont montés dans le grenier. Là-haut, Jenny s'est dirigée droit vers le coin le plus encombré, là où s'entassaient les vieux meubles couverts de draps blancs. Elle souleva l'un des tissus poussiéreux, révélant un étroit passage entre les tables et les chaises. Sans hésiter, elle s'y glissa à 4 pattes. Mon père, surpris, s'est accroupi pour mieux voir. De l'autre côté, dans ce recoin étroit, se trouvait un petit espace sombre. Le mur du fond semblait endommagé, recouvert de vieilles planches clouées de travers, comme si quelque chose avait été grossièrement caché ou condamné. « Papa, c'est ici que vit Léo. Il ne peut pas sortir pour te voir. Il faut attendre le matin, quand le soleil ne brûle pas. » Mon père s'est penché un peu plus dans l'ouverture, et là, ce qu'il découvrit le glaça. Un amas de détritus jonchait le sol, des emballages de friandises, des restes de nourriture pourrie, des biscuits moisis, des chocolats fondus depuis longtemps, toute la nourriture que Jenny avait dû rapporter là depuis des mois, peut-être même depuis 1 an. Le sol empestait la moisissure, la poussière. Il se redressa brusquement, le visage fermé. « Jenny, sors de là tout de suite. Il n'y a rien ici. » Mais Jenny refusa d'obtempérer, son visage marqué par l'incompréhension. « Mais papa, pourquoi tu ne me crois pas? Léo est vraiment là. À chaque fois que je lui apporte à manger, il me dit merci. » Mon père, à bout de patience, l'a tirée doucement hors du passage. Il l'a conduite en bas pour revenir sur un sujet bien plus grave, les blessures qu'elle m'avait infligées. C'est là que Jenny a lâché d'une voix calme et posée. « C'est parce qu'elle m'a tapé. Alors Léo n'était pas content. Il a voulu m'aider. C'est lui qui l'a poussé. C'est lui qui l'a griffé, pas moi. »
J'ai senti un frisson me traverser le corps. Ces mots ont réveillé la mémoire de cette scène. Les griffures, cette force, ce regard noir, ce n'était pas elle. J'en étais désormais convaincu. Mon père, lui, a pâli. Il s'est agenouillé devant elle et a murmuré. « Tu dis que ce n'était pas toi, mais ton ami Léo. Alors, ça veut dire qu'il n'est pas réel. C'est un démon ou un fantôme. » Aussitôt, Jenny s'est mise à hurler. Elle s'est bouché les oreilles et a crié de toutes ses forces. « Non, je ne veux pas que tu dises ça. Léo n'est pas un démon, ni un fantôme. » Elle tremblait, le visage en larmes, hurlant que si mon père continuait à parler ainsi, elle refuserait d'aller à l'école. Ma mère s'est précipitée pour la calmer, la faisant s'asseoir sur le canapé. Mais Jenny ne cessait de répéter en boucle. « Je veux plus aller à l'école. Léo n'y va pas lui non plus. Alors je n'irai plus. » À partir de ce jour, tout a basculé. Jenny passait des heures entières cachée dans le passage du grenier. Elle refusait de redescendre. Chaque tentative de la faire revenir déclenchait des crises violentes, des hurlements, des larmes. Mes parents étaient obligés de la tirer de force pour la sortir de là. Ils ont finalement pris une décision radicale. Bloquer l'accès du grenier, verrouiller la porte pour de bon. Mais cela n'a rien arrangé. Jenny hurlait à en perdre la voix, frappait la porte, suppliait. « Ouvrez, je veux voir Léo, il me manque !» Elle devenait incontrôlable, brisée, comme si on l'avait arrachée à une part vitale d'elle-même. Mes parents, complètement dépassés, ne savaient plus quoi faire. Les crises de Jenny s'intensifiaient. Son comportement devenait de plus en plus étrange, inquiétant. Elle parlait seule, restait éveillée la nuit, fixant le plafond, marmonnant des choses qu'on ne comprenait pas. Sur les conseils insistants d'une connaissance et à bout de ressources face aux crises de Jenny, mes parents ont fini par accepter une idée qui jusque-là leur paraissait impensable. Faire venir un spécialiste en phénomènes paranormaux. Un homme discret, au regard profond, qui affirmait pouvoir ressentir et communiquer avec des esprits. Il a passé plusieurs heures dans la maison, se concentrant longuement dans le grenier, là où tout semblait avoir recommencé. Ce qu'il a révélé ensuite a glacé le sang de mes parents. Oui, un esprit habitait bel et bien notre maison, celui d'un petit garçon, un enfant perdu qui, selon le spécialiste, était coincé ici depuis longtemps. Il ne savait pas où aller. Il attendait encore ses parents. Ces derniers l'auraient abandonné là autrefois, pour une raison que l'enfant lui-même ne comprenait pas. Et depuis, il restait, figé dans cette attente, incapable de partir, prisonnier du lieu. D'après ce que le spécialiste a pu percevoir en établissant un contact, l'enfant, Léo, aurait supplié qu'on ne le chasse pas. Il aurait promis en pleurant de ne plus déranger les vivants. Il aimait Jenny, il ne voulait que jouer, avoir de la compagnie. Il ne comprenait pas pourquoi tout le monde voulait qu'il parte. Il avait juste peur d'être seul. Face à ces révélations déchirantes, mes parents ont pris une décision difficile, mais irrévocable. Quitter la maison, mettre fin à tout cela avant que l'un d'entre nous ne sombre plus profondément. Ils ont déposé un préavis, préparé le déménagement, et nous ont envoyé, mes frères et sœurs et moi, vivre quelque temps chez un oncle, le temps de s'occuper des dernières récoltes de potager et de fermer cette page de notre vie. Mais alors qu'ils pensaient pouvoir rester encore quelques semaines dans cette maison en paix, les choses ont pris une tournure différente. Dès que nous avons quitté les lieux, les manifestations ont commencé, subtiles au début, mais de plus en plus claires. La nuit, mes parents entendaient les meubles du grenier bouger, lentement d'abord, puis violemment, comme si on les traînait ou qu'on frappait dessus. D'autres fois, c'étaient des pas légers d'enfants descendant les escaliers, grinçant dans le silence de la maison vide. Ils restaient figés dans leur lit, n'osant plus monter vérifier. Le grenier semblait respirer comme un être vivant, présent, en veille, en attente. Quelques jours plus tard, le propriétaire de la maison, ce même retraité qui nous avait loué la maison, appela mes parents. Il les informa qu'il viendrait le week-end suivant avec quelques employés pour récupérer le meuble entreposé dans le grenier. Il avait trouvé un acheteur et souhaitait les vendre rapidement. Le jour venu, alors que les hommes s'affairaient à descendre les lourds meubles,
Mon père profita de la présence du vieil homme pour lui poser enfin la question qui lui brûlait les lèvres depuis des semaines. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans cette maison? Un événement étrange? Un drame peut-être? Le retraité, visiblement surpris, secoua la tête. Non, rien de particulier. Pourquoi cette question? Mon père n'a pas insisté, pas tout de suite. Mais lorsque les employés eurent terminé de dégager les meubles, laissant le grenier à nu, le vieil homme remarqua l'état du mur au fond de la pièce. Un pan grossièrement cloué de planches, dissimulé derrière des détritus, restes de nourriture, papier froissé, emballage en décomposition. Il fronça les sourcils, visiblement troublé. « Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ?» murmura-t-il. Alors, mon père décida de lui dire la vérité. Il lui raconta tout, sans détour. Jenny, le grenier, les cris et surtout Léo. Le retraité pâlit aussitôt. Son visage perdit toute couleur. Il chancela légèrement, comme s'il allait s'effondrer, mais se rattrapa de justesse contre un meuble. Sa voix fut presque inaudible lorsqu'il demanda. « Comment dites-vous qu'il s'appelait, cet ami fantôme ?»« Léo, » répondit mon père sans hésiter. C'est ainsi qu'il se présentait à Jenny. Léo. Le vieil homme resta figé un long moment. Puis, sans un mot, il baissa les yeux vers les détritus, vers le mur cloué, et reprit d'une voix plus posée, mais lointaine, presque absente. « Est-ce que vous pourriez balayer tout ça? Je voudrais voir le mur de plus près. » Mon père s'exécuta. Tandis qu'il nettoyait les lieux, le retraité s'approcha lentement de la cloison. Il donna quelques petits coups avec ses phalanges contre les planches, les tapotant ici et là, comme pour vérifier quelque chose. Puis, se tournant vers mon père, il demanda d'un ton grave s'il avait un pied de biche. Il expliqua d'un ton distant, presque mécanique, comme si ses pensées étaient à des kilomètres de là. Ce mur n'a jamais été cloué comme ça. Jamais. Autrefois, à cet endroit précis, il y avait une petite cachette. Je l'utilisais pour dissimuler mes objets de valeur à cause de mon fils. Il avait mal tourné. Il volait, mentait. Je ne lui faisais plus confiance. Alors je cachais tout ce qui comptait dans ce renfoncement. Mais cette cachette, je l'avais vidée depuis longtemps. J'avais fait refaire le mur proprement. C'était net, soigné, pas comme ça, cloué n'importe comment. Je ne comprends pas. Le silence s'installa, pesant, presque sacré. Mon père tendit le pied de biche au retraité, qui le saisit d'une main légèrement tremblante. Sans un mot, dans un silence pesant, il commença à retirer les planches une à une. Chaque craquement de bois résonnait dans le grenier comme un écho venu du passé. L'air semblait s'être alourdi autour d'eux. Lorsque la dernière planche céda, un renfoncement apparut. Une petite porte dissimulée, disjointe, rongée par le temps et l'humidité. Le vieil homme l'ouvrit doucement. Ce qu'il vit à l'intérieur le fit s'écrouler à genoux. Il porta les mains à son visage et se mit à pleurer. Pas de simples larmes, mais des sanglots brisés, presque muets, comme si le poids d'années de silence venait de s'abattre d'un seul coup sur ses épaules. Mon père, alarmé, se précipita vers lui. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a ?» Le retraité ne parvenait pas à parler. Il tremblait de tout son corps, incapable de détourner les yeux de l'ombre qu'abritait la cache. Et alors, enfin, d'une voix étranglée, il murmura. « Appelez la police !» Mon père regarda à l'intérieur. Son souffle se coupa net. Dans l'espace étroit, recroquevillé contre le mur, se trouvaient des os, petits, fragiles, des restes humains, une petite cage thoracique, un crâne, des lambeaux de tissu en décomposition encore accrochés aux os. Le monde sembla vaciller autour de lui. Le retraité, à genoux, leva un regard rempli de chagrin, de culpabilité et de terreur vers mon père, et dit d'une voix presque inaudible. « Je crois que ce sont les os de mon petit-fils, disparu il y a 10 ans. » En attendant l'arrivée de la police, le vieil homme, toujours bouleversé, s'est assis sur une vieille caisse
les mains jointes, le regard perdu dans le vide. D'une voix tremblante, presque étouffée par les souvenirs, il s'est mis à parler. Mon père, silencieux, l'écoutait, figé. J'avais un fils, un garçon, dont j'étais si fière autrefois. J'avais tant d'espoir pour lui. Mais il a choisi un autre chemin, un chemin que je n'aurais jamais pu imaginer pour lui. Il a glissé lentement dans la délinquance, les mauvaises fréquentations, les mauvaises décisions. Il marqua une pause, ravalant un sanglot. J'ai tout essayé, parlé, crié, supplié. Rien n'y faisait. Il est devenu quelqu'un d'autre. Et un jour, j'ai dû le mettre dehors, le bannir. Une des décisions les plus dures de ma vie. Les larmes lui montaient aux yeux à mesure qu'il parlait, et sa voix vacillait entre regret et colère étouffée. Quelques années plus tard, j'ai reçu une lettre. Elle venait d'une femme. Elle disait être la compagne de mon fils. Elle m'avait joint une photo d'un petit garçon, blond, les yeux rieurs. Il devait avoir 2-3 ans. Ce petit, c'était mon petit-fils. Il s'appelait Léo. Mais la joie fut de courte durée. 1 an plus tard, on a appris que la jeune femme avait été tuée dans une rixe. Mon fils se retrouvait seul avec l'enfant. J'ai essayé de le convaincre de ramener Léo chez nous. On aurait pu l'élever, l'aimer, le sauver. Mais non, il a refusé. Il nous haïssait encore. Il marqua une nouvelle pause, puis reprit, plus sombrement. Peu après, on a appris que notre fils était recherché par la police. Des voisins l'avaient signalé pour maltraitance sur l'enfant. Il aurait été vu frappant le petit. Et puis, il a disparu. Il a pris la fuite avec Léo. Plus aucune trace, aucun mot, le silence total. Le vieil homme ferma les yeux un instant, comme pour avaler l'horreur. 4 ans plus tard, la police nous a appelés. Notre fils avait été arrêté après un cambriolage. Ma femme et moi sommes allés le voir en prison, espérant au moins savoir ce qu'il était advenu de Léo. Nous l'avons supplié, encore et encore. Où est-il? À qui l'as-tu confié? Est-ce qu'il va bien? Mais il ne nous a jamais rien dit. Il répétait seulement, il est en sécurité. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Le silence retomba, lourd, insupportable, le genre de silence qui porte des années de regrets, de non-dits, de vérités enterrées, littéralement. Et maintenant, face à ce mur disjoint, ces ossements oubliés, cette vérité revenait à la surface, implacable, déchirante. Le vieil homme, toujours agenouillé devant l'ouverture béante du mur, murmura d'une voix brisée. Mon fils, il a dû tuer Léo et cacher son corps ici, pendant que nous étions partis en voyage. Ces mots, aussi terribles qu'inimaginables, résonnaient dans la pièce. Mon père ne sut quoi dire. Que pouvait-on répondre à un homme qui venait de découvrir que son propre fils était capable d'un tel acte? Lorsque la police arriva, ils nous demandèrent de rester à l'écart. Toute la maison fut bouclée. Le grenier, autrefois royaume d'enfance de Jenny, et repère invisible de Léo, devint une scène de crime. Les jours qui suivirent furent lourds. L'analyse des restes ne laissa aucun doute. C'étaient bien les ossements de Léo, le petit-fils disparu. L'enquête, que l'on croyait classée, fut immédiatement rouverte, et cette fois, il n'y eut plus de place pour les non-dits, plus d'échappatoire. Le fils des retraités, déjà incarcéré, fut officiellement poursuivi et reconnu coupable du meurtre de son propre enfant. Ce crime, resté enterré des années durant, au sens propre comme au figuré, éclata enfin au grand jour. Pour mes parents, cette révélation fut la dernière goutte. La maison, déjà lourde de mystère et de terreur, était désormais souillée par un crime impensable. Ils n'attendirent pas la fin du mois. À peine un nouveau logement trouvé, ils firent leurs valises
et quittèrent cette maison pour de bon, sans jamais se retourner. Aujourd'hui encore, bien que ce chapitre de notre vie soit derrière nous, les souvenirs restent profondément ancrés en moi, comme une cicatrice invisible que le temps n'efface pas. Chez nous, personne ne parle plus de cette époque, comme si le silence était devenu la seule façon de penser ce que nous avions vécu. Jenny est désormais une adolescente comme les autres. Elle rit, elle vit, elle avance. Mais jamais, pas une seule fois, elle n'a reparlé de Léo. Ce nom semble s'être éteint avec notre départ de cette maison, comme un rêve trop lourd pour un cœur d'enfant. Quant à la maison, nous avons appris qu'elle avait été vendue, qu'un nouveau propriétaire y vit désormais. Peut-être ignore-t-il tout du passé qui hante ses murs. Peut-être vit-il en paix, là où autrefois un esprit attendait qu'on entende enfin son histoire. Cette expérience m'a appris que certaines blessures ne se voient pas et que parfois les enfants perçoivent ce que les adultes refusent de croire. Il faut écouter leur silence, leurs jeux, leurs murmures, car derrière l'imaginaire peut se cacher une vérité trop grande pour eux seuls. Et surtout, il faut se souvenir, les âmes oubliées ne cherchent pas toujours à faire peur. Parfois, elles demandent simplement à être reconnues.